Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Mesdames et messieurs, bonjour. La présidente du conseil d'administration du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, l'avocate Maître Alice Nkom, est attendue le 22 janvier 2025 à la division régionale de la police judiciaire du littoral à Douala. Cette convocation est la suite du tourbillon juridico-administratif dans lequel elle est embarquée depuis que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a décidé de mettre fin aux activités du REDAC qu'il accuse d'atteinte à la sûreté de l'État et de financement du terrorisme. Beaucoup d'observateurs dénoncent une chasse à l'homme, un véritable harcèlement contre le REDAC qui traduirait une forme de panique du pouvoir à l'orée de l'élection présidentielle d'octobre 2025 à laquelle Paul Biya, 92 ans, dont 42 passés au pouvoir, ne semble manifester aucune réticence à y prendre part. Jusqu'où peut aller le pouvoir ? En quoi la présidentielle de 2025 sera-t-elle différente des 5 élections précédentes de l'ère Biya? Mon invité pour en parler est Edith Kawala, militante des droits de l'homme, leader de parti politique, présidente du CPP et ancienne candidate à l'élection présidentielle au Cameroun. Merci de nous rester fidèles. Je vous reviens dans quelques instants. Madame Kawala, bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Comment réagissez-vous aux accusations de financement du terrorisme qui pèsent sur le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale? Écoutez, ces accusations relèvent d'un ridicule qui serait tout simplement on en rirait, on se moquerait de notre propre gouvernement si les conséquences de ces accusations, les implications de ces accusations n'étaient pas si graves, si sérieuses. D'abord, le ridicule vient du fait, où est-ce que vous avez déjà vu qu'on accuse quelqu'un de terrorisme qui, au Cameroun, selon la loi de 2014, porte une peine de mort? C'est la peine de mort qu'on risque quand on est accusé de terrorisme, de financement de terrorisme, etc. Où est-ce que vous avez déjà vu qu'on accuse une organisation qui a plus de 30 ans d'existence sur notre territoire national, on les accuse sans le moindre fait. C'est-à-dire que un ministre de la République, payé par les impôts des Camerounais et des Camerounaises que nous sommes, payé par les impôts des personnes que le REDAC emploie, ce ministre se lève, il invente un chiffre, il n'offre aucun bout de papier, aucune transaction, aucun élément pour dire telle association a reçu un financement en provenance de tel endroit et a fait
telle chose avec cet argent, et c'est sur la base de cela que nous les accusons, ou bien que nous imaginons qu'il y a peut-être eu un problème sur lequel nous sommes en train d'enquêter. Où est-ce que vous avez déjà entendu qu'on vous accuse de terrorisme et que la première fois dont vous en entendez parler de votre ministre de tutelle, parce que il s'agit bien du ministère qui est supposé s'assurer que toutes les associations au Cameroun respectent la loi, travaillent selon le cadre réglementaire camerounais. Alors, ce ministre-là, il ne convoque pas l'association en question, il n'adresse pas une lettre pour demander des informations à l'association en question, il ne demande pas à cette association de venir pour un rendez-vous pour que il parle de quelque chose. Non, la toute première fois que cette association entend parler d'une accusation de financement de terrorisme de sa part, elle lit dans la presse comme tous les Camerounais. Alors vous parlez d'une absurdité incroyable. Alors vous parlez d'accusations absurdes parce que sans preuve, dites-vous. Alors ce qui est en cause, c'est la participation de la présidente du conseil d'administration du REDAC, l'avocate maître Alice Nkom, il y a 5 ans à un forum sur la paix et la transition organisé à Munich en Allemagne par une organisation de la diaspora camerounaise, a-t-on appris de sources proches du ministère de l'administration territoriale. Vous y étiez à cette fameuse conférence en Allemagne. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur, Madame Kawala, d'être accusée au moins de complicité, d'atteinte à la sûreté de l'État et de financement du terrorisme? Alors, Monsieur Tanier, il y a plusieurs éléments. Oui. Je dis, l'accusation repose sur rien. Ce que vous dites, selon des sources proches du ministre. Pourquoi selon des sources? Si on veut accuser quelqu'un de terrorisme, on pose un certain nombre de faits suspects sur la table, on apporte des éléments qui supportent ces faits-là, et on mène une enquête avant de venir en public suggérer que une association de défense de droits que les Camerounais connaissent depuis 30 ans a pu financer le terrorisme. C'est la moindre des choses. Écoutez, cet État-là, c'est nous qui la finançons, hein, oui. En parlant de financement. C'est nous qui payons. Le ministre est à notre service. Il est à notre service. Le terme en anglais, c'est public servant. Le public, c'est nous. Le servant, c'est lui. Oui. Il est là pour nous servir. Alors, il ne peut pas se lever un matin et commencer, et cette conférence de Munich dont vous parlez oui. ne figure nulle part dans les correspondances et dans les communications du MINAT. Oui. Alors, cette conférence, oui. Maintenant, à notre grande surprise, qui a eu lieu en 2019, nous sommes aujourd'hui en 2025, si je ne m'abuse, oui. Une association que personne ne connaît, dont on ne connaît ni le siège. D'ailleurs, dans sa plainte qu'il a déposée, l'association qui s'est plaint en disant que Maître Alice Nkom a participé à cette réunion à Munich qui finançait le tourisme, sa plainte ne comporte ni le siège, ni l'adresse. Personne ne connaît qui est cette association. Oui, et il s'agit effectivement d'une nébuleuse, une association un peu nébuleuse comme ça qui a déposé une plainte contre le REDAC et Maître Alice Nkom. Et à la suite justement de cette plainte, vous avez demandé, vous ainsi que Maître Emmanuel Sim, avocat et militant du MRC, vous avez demandé à être entendu par le tribunal militaire. Qu'est-ce qui vous a été dit à la suite de cette demande? Alors, nous avons demandé justement parce que, comme vous le dites, nous étions à cette réunion. Oui. Nous avons été 3 personnes qui avons quitté le Cameroun pour participer à cette réunion de la Cameroun Patriotic Diaspora. Oui. Nous y étions. La réunion était publique, c'est-à-dire une réunion qui se passait en live sur Facebook.
Tout de cette réunion était enregistré et passé en temps réel sur Facebook. À aucun moment de cette réunion, est-ce que le financement du terrorisme a été évoqué. Ce serait d'ailleurs, je ne sais pas comment ça pourrait arriver. Personnellement, vous le savez que je suis pour un Cameroun qui reconnaît les droits des anglophones, qui reconnaît les revendications des anglophones, mais un Cameroun qui reste un et uni. Oui. Pour cette raison, les Ambazoniens ont, à un moment donné, mis ma tête à prix. Oui, vous avez été prise pour cible il y a quelque temps par certains extrémistes anglophones qui n'acceptaient pas les positions qui sont les vôtres par rapport à un Cameroun qui resterait un et indivisible. Voilà. Et ça a été ma position depuis le début de cette crise. D'ailleurs, avant le début de cette, ça a toujours été ma position et je n'ai jamais fléchi là-dessus. Maître Sim, Maître Alice Com ont la même position. Nous estimons qu'il y a un problème anglophone au Cameroun, que nous devons nous atteler pour résoudre ce problème anglophone, mais que la solution ne peut pas être la partition du Cameroun. Oui. Et dans un Cameroun unique. Hein? Donc, ça viendrait d'où que nous, on vient parler de financement de terrorisme. Ce qui me désole, Monsieur Tani, c'est que cette affaire, comme j'ai dit à plusieurs journalistes au Cameroun, aurait dû s'arrêter au moment de la conférence de presse du ministre. Oui. Parce que les journalistes auraient dû l'acculer au point où il n'en parle plus. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où, sans aucun fait, sans aucun élément, un employé des Camerounais se lève et commence à accuser ces Camerounais-là de financement de terrorisme. Alors, inacceptable. Oui. L'homme par qui est venu le malheur du REDAC, c'est effectivement le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui a suspendu cette ONG pour les motifs que nous avons évoqués plus haut. Est-ce que vous estimez qu'il n'était pas dans ses prérogatives en tant que ministre de tutelle pour les ONG? Il est tellement loin de ses prérogatives que ça laisse sans mots. Il est la tutelle. La tutelle veut dire quoi? Veiller au bon fonctionnement. Veiller à ce que les associations se portent bien, font bien leur travail et le font dans le cadre réglementaire. Oui, dans le respect des lois. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, si, M. Atangandi, imaginez que le REDAC a enfreint une loi, la moindre des choses, c'est de commencer par une convocation. C'est la moindre des choses, de commencer par demander au REDAC de venir le voir, c'est de présenter au REDAC quelques faits, quelques éléments, pour dire, s'il vous plaît, expliquez-nous ce qui se passe ici. N'oubliez pas, Madame Kawala, pour rétablir quand même la vérité sur cette affaire, que le REDAC a été convoqué dans les bureaux du préfet du Vouri et la présidente du conseil d'administration n'a pas cru devoir déférer à cette convocation, hein. Ne confondons pas tout. Oui. Ne confondons pas tout. C'est très important qu'on soit dans le timeline, qu'on suive les faits dans l'ordre dans lequel les choses se passent. Je vous en prie. Première chose, c'est que le ministre porte une accusation en public contre le REDAC, Reach Out et deux autres associations sans jamais
convoquer ou parler à un des responsables de ces associations. Ça, c'est la première chose. Et des accusations, comme je vous dis, qui, selon la loi camerounaise, portent la peine de mort. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que quand il porte ces accusations, même ayant communiqué en public, il n'approche pas les associations. Il vient sceller les bureaux de ces associations-là. Et quand ils arrivent pour sceller le REDAC, ils trouvent Maître Alice Com, qui est la présidente du conseil d'administration du REDAC, qui pose la question aux personnes qui sont en train de poser des scellés. S'il vous plaît, donnez-moi l'acte administratif qui vous donne le droit de sceller. Oui. Parce qu'au Cameroun, selon la loi, vous ne pouvez pas, même si vous êtes le président de la République, vous ne pouvez pas venir sceller une association, une entreprise, une maison, sans avoir un acte administratif. Les personnes en question n'ont rien entre les mains. Absolument rien. Même le communiqué de leur ministre n'est pas, ils n'ont pas ça entre les mains. C'est la raison pour laquelle Maître Alice Com a brisé les scellés. Les scellés étaient illégaux. Dans la démarche de l'administration, elle était viciée, selon vous? La démarche de l'administration était hors la loi. C'était hors la loi. C'est pas selon moi, ce sont les faits. Si cette administration a un acte qui lui permet de sceller, mais qu'il nous le produise. Oui. Alors, vous-même... On va pas vivre dans un pays où les administrateurs qui ont la constitution du Cameroun leur donnent la responsabilité de respecter et de faire respecter la loi. Ils ne peuvent pas être les premiers brigands et bandits. C'est inacceptable. Oui. Alors, vous avez vous-même souvent eu maille à partir avec le ministre de l'administration territoriale, le terrible Paul Atanga-Ndji, qui a tenté de vous écarter de la présidence de votre parti, le CPP, mais vous l'avez chicoté devant la justice administrative. Il n'a donc pas pu réaliser ses desseins de vous écarter de votre parti. Alors, comment décririez-vous le personnage? Quel est son profil psychologique, vous qui l'avez rencontré et pratiqué? Écoutez, Monsieur Atanga-Ndji, en réalité, c'est un homme très simple, très facile à comprendre. Ah oui? Oui, il vous dit exactement ce qu'il pense. Monsieur Atanga-Ndji vous dit, quand vous êtes en face de lui, qu'il n'est pas seulement un membre du gouvernement, pas seulement un RDPciste, mais un biaïste. Il vous le dit en face, direct. Ouais. Donc, Monsieur Atanga-Ndji, et nous avons tellement d'éléments pour nous le prouver, est prêt à utiliser ses fonctions, pas au service des Camerounais qui payent son salaire, mais au service de Monsieur Paul Biya. Monsieur Atanga-Ndji confond régulièrement, depuis qu'il est nommé, il a une confusion totale. Il a une confusion totale entre ses fonctions ministérielles, ses fonctions d'un fonctionnaire au service du Cameroun et des Camerounais, et sa passion pour le RDPC et pour Monsieur Biya. Il confond les deux. Il utilise les ressources de la fonction publique au service de son parti et de son, je sais pas comment appeler ça. Il est complètement omnibulé par Monsieur Biya. Hein? Ouais. Donc, c'est un monsieur qui va utiliser les moyens légaux, s'il y en a, il va utiliser les moyens illégaux, il va utiliser les ressources de l'État, il va utiliser la violence. Oui. Il est violent dans ses paroles, oui. Il est violent dans ses actes, et il va utiliser la violence au service de Monsieur Biya. Alors, beaucoup pensent... Il nous a fait la démonstration 1000
et une fois. Oui. Alors, beaucoup qui l'écoutent lors des conférences de presse pensent que la brutalité qu'il peut avoir dans son langage quand il parle de Moulinex, il avait également dit à une époque, lorsqu'on va au village de Si je savais, quelque chose de ce genre, beaucoup pensent que ce langage assez brutal que l'on écoute de la part de Atanga Ndji lors des conférences de presse, c'est simplement une mise en scène pour les caméras. Donc, même quand vous le rencontrez en face, c'est la même chose? Il peut, enfin, vis-à-vis de moi, oui. Il n'a pas eu ce langage-là. Oui. Vis-à-vis de moi, il n'a pas eu ce langage-là. Mais il faut que les Camerounais arrêtent d'accepter l'inacceptable. Oui. Nous, personnellement, j'ai adressé un courrier, une lettre ouverte à M. Atanga Ndji pour lui dire stop. Arrêtez de nous parler comme ça. Vous n'en avez pas le droit. Alors, quand vous l'avez... Arrêtez oui. de vous adresser à nous dans ce temps. Nous sommes, en tant que peuple camerounais, nous sommes le patron du patron de M. Atanga Ndji. Oui. Alors, quand vous l'avez tapé Atanga Ndji devant le juge administratif pour l'affaire qui vous opposait, enfin, votre parti à lui, comment est-ce qu'il a réagi? Il a été au moins fair-play de reconnaître que vous avez été plus forte? Comment il a réagi? C'est un monsieur qui ne reconnaît jamais. Il a gardé sur le site web le nom comme je sais pas si c'est changé. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas vérifié, mais pendant des années, sur le site web du MINAT, oui. était le nom de la personne qu'il voulait placer à la tête du CPP, malgré parce qu'il faut dire que par 2 fois, il a été battu en justice. Oui. Hein? Donc, malgré ça, il a maintenu ce nom-là. Non, je dis, c'est un monsieur très simple. Tant qu'il s'agit de Paul Biya, monsieur Atanga Ndji va tout faire. Il s'autorise tout. Il n'a aucune limite en ce qui concerne garder monsieur Biya au pouvoir. Et je crois que on va parler des élections 2025. Oui. Il faut qu'on se rappelle que le ministre de tutelle de l'organisation des élections, c'est Monsieur Paul Atanga Ndji. Alors, ça promet. Justement, beaucoup pensent que les actes de plus en plus répressifs et liberticides de l'État du Cameroun à travers le ministère de l'administration territoriale cachent mal une forme de panique du pouvoir à l'orée d'octobre 2025. Est-ce votre avis? C'est pas mon avis du tout. Vous savez, depuis 2014, ça fait 11 ans aujourd'hui, le CPP a rejoint l'UPC Manidem et une dizaine d'autres associations et personnalités pour dire que nous avons besoin d'une transition politique au Cameroun. Nous avons besoin, avant d'organiser des élections, nous avons besoin d'une reconnaissance des droits. Les droits d'abord. Nous avons besoin qu'on reconnaisse notre droit en tant que Camerounais de boire de l'eau potable, d'avoir de l'électricité, d'avoir une opinion politique, de communiquer notre opinion politique, de nous inscrire pour voter. Tout ça, ce sont des droits qui ne sont pas reconnus par le régime en place. Et tant que nous, en tant que peuple camerounais, nous n'aurions pas bâti le rapport de force pour faire infléchir ce régime par rapport à nos droits, aller à des élections avec eux, c'est un exercice futile. Ils contrôlent tous les maillons du système électoral. Oui, tout le processus électoral, oui. Tout le processus de l'inscription où, comme vous le voyez actuellement en ce moment, ils sont libres de nous dire n'importe quoi. Aujourd'hui, ils disent, il y a eu 8 millions de personnes qui sont inscrites. Après, demain, toujours eux-mêmes viennent dire, il y a 122 000
qu'on a enlevé parce que la biométrie n'était pas bonne. Et puis, quelques jours après, par magie, nous les avons réintégrés. Alors, on est face à un régime qui fait ce qu'il veut des élections. Et nous ne pouvons pas, à chaque fois, repartir aux élections avec eux sans avoir bâti le rapport de force qui nous permet d'influer sur ce processus électoral dans le sens du respect de nos droits. Au niveau de Stand Up for Cameroun, nous disons qu'il y a un seul enjeu au Cameroun aujourd'hui et c'est bâtir ce rapport de force. Les Camerounais réclament une coalition de l'opposition, mais ils réclament la coalition pour la mauvaise chose. Il n'y a aucun problème de candidature au Cameroun. Il n'y a pas de problème de candidature au Cameroun. Il y a un problème de système électoral. Et la coalition que nous devons avoir, c'est la coalition pour nous battre pour nos droits fondamentaux, dont le droit à avoir des élections libres et transparentes. Alors, donc, il est important en ce moment que tous les Camerounais, tous les partisans des différents partis réclament au sein de leur machine politique qu'est-ce que vous êtes en train de faire ensemble, parce qu'aucun parti politique ne peut gagner la bataille des droits fondamentaux seul. D'ailleurs, tous les partis politiques ensemble ne peuvent pas gagner cette bataille. C'est une bataille de la société camerounaise, tout entière. Oui. Alors, je rappelle... S'assurer que nos droits fondamentaux puissent être respectés. En ce moment-là, on peut parler des élections. Je rappelle pour la gouverne de ceux qui vous écoutent que vous parlez quand même d'expérience. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle au Cameroun. Alors, en octobre 2025, ce sera la 6e élection présidentielle sous l'ère Biya. Donc, si on vous comprend bien, il y aura pas fondamentalement de différence par rapport aux 5 élections présidentielles précédentes, vraiment? La différence qu'il peut y avoir est entre les mains des Camerounais. C'est-à-dire? Et entre les mains des Camerounais. C'est-à-dire que nous, actuellement, à Stand Up for Cameroun, avec le CPP, avec les autres membres, nous sommes en pleine campagne. Mais nous sommes en campagne pour demander aux Camerounais de rejoindre notre mouvement, d'apprendre ce que c'est que leurs droits fondamentaux, ce que c'est que la lutte non violente, ce que c'est que l'organisation du peuple par le bas et d'agir de manière non violente. Les Camerounais, on doit apprendre de l'histoire. Aucun dictateur n'a jamais été battu par les élections. Dans l'histoire de l'homme, pas dans l'histoire humaine, pas en Afrique, les dictateurs se font descendre par l'action non violente massive des populations. C'est le cas au Burkina Faso, c'est le cas en Tunisie, c'était le cas pour Ceausescu en Roumanie, c'était le cas pour l'autre de la Serbie. Écoutez, les Camerounais doivent arrêter avec cette histoire de croire qu'il y aura un messie, il y aura une pilule magique, quelque chose de magique va se passer en octobre 2025. Non. Même cette inscription massive sur les élections, sur les listes électorales là, ne pourrait pas entraîner un engouement qui fasse bouger les lignes malgré l'environnement électoral qui est qui est sujet à caution? La réponse c'est non. Oui. La réponse c'est non. Et les Camerounais le savent. La raison pour laquelle les Camerounais ne s'inscrivent pas, c'est parce qu'ils savent que ce système électoral, pour le moment, est entre les mains du RDPC, de bout en bout. Oui. Mais
cela ne veut pas dire s'asseoir et croiser les bras. Cela ne veut pas dire, comment on dit en français. Oui, parce que justement, on pourrait vous accuser, Madame Kawala, en vous écoutant, de décourager les Camerounais qui manifestent quand même un peu d'enthousiasme. Ils veulent le changement. Les Camerounais veulent le changement et c'est très important qu'on utilise cette énergie-là pour établir le rapport de force face au régime Biya. Qu'on ne s'amuse pas une fois de plus à aller. Monsieur Tanier, nous étions les Camerounais étaient aux élections en 2018. Il y avait de l'engouement. Les gens se battent là pour les candidatures. Il y avait des candidatures qui suscitaient l'engouement, n'est-ce pas? Il y avait des candidatures. On est allé aux élections. Monsieur Biya a décidé, parce que c'est une décision qui se fait au sein du régime, qu'il allait gagner les élections à plus de 70%. À plus de 70%. Et il en a eu 78. OK? Et maintenant, après ça, les réclamations, parce que nos camarades politiques, il faut dire qu'au niveau du CPP, comme je dis, nous disons la même chose depuis 2014. En 2018, nous avons demandé à nos camarades politiques comment est-ce que vous allez faire face à la machine de fraude et de violence électorale. Ils nous ont dit non, quand les gens il va avoir l'engouement, ça va déclencher quelque chose. Les choses ne se déclenchent pas comme ça. Elles se préparent, elles s'organisent, elles demandent qu'on soit clair avec les Camerounais pour leur dire que leur énergie, leur force, ce n'est pas d'aller s'inscrire et puis d'attendre un jour qu'ils ne connaissent pas en octobre 2025. Leur énergie, leur force, c'est de rejoindre aujourd'hui les mouvements qui s'organisent et qui mènent des actions non violentes. Des mouvements qui repoussent le régime dans ses retranchements et les mouvements qui créent le rapport de force. La dernière fois, Monsieur Tani, parce que je crois que un des problèmes que nous avons au Cameroun, c'est la jeunesse de notre population. La dernière fois qu'on a eu ce régime réellement aux abois, c'était les années 90. Et la force des années 90, c'était la rue. Dès que nous sommes entrés dans le système électoral qui était contrôlé par le régime, ils nous ont eus. Oui. Alors, est-ce que vous ne faites pas... Aujourd'hui, nous avons besoin d'une force de terrain. Nous avons besoin, en tant que Camerounais, d'utiliser le droit que nous donne notre Constitution de l'action politique, d'exprimer notre opinion politique, du pouvoir qui est celui du peuple. Nous avons besoin de bâtir cette force-là et c'est ce que nous demandons aujourd'hui aux Camerounais. On leur demande de nous rejoindre à Stand Up for Cameroun, de se former parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas n'importe comment et d'être prêt pour l'action. Est-ce que vous ne faites pas ce dont nous avons besoin? Oui, alors est-ce que vous ne faites pas quand même une impasse sur le contexte actuel, le contexte de 2025 qui n'est pas celui de 92, de 97 ou des autres élections présidentielles? Paul Biya, qui pourrait être candidat à sa propre succession, a quand même 92 ans, donc 42 déjà passés au pouvoir. Il n'est plus tout à fait frais. Osons même dire qu'il est usé. Alors, même pour frauder aux élections, il faut un peu de force. Et ces forces-là lui manquent aujourd'hui. L'opposition ne peut-elle pas, vous de l'opposition, Madame Kawala, ne pouvez-vous pas tirer parti de cette quasi-sénilité du président Paul Biya pour le mettre à terre définitivement? Monsieur Tanier, ça fait plus de 15 ans que ce n'est pas Monsieur Biya qui gère le pays sur le plan opérationnel. Est-ce que la violence de l'État a diminué?
Est-ce que sa capacité de fraude a diminué? Nous avons commencé cette émission en parlant du cas de Maître Alice Com. Je dis souvent aux gens que nous vivons en dictature. Et j'ai parfois des gens qui me disent que mais Madame Kawala, vous critiquez Monsieur Biya, vous parlez à la télé, vous avez votre mouvement. Et je leur dis, la dictature, ce n'est pas qu'on vous empêche de parler tous les jours. La dictature, ce n'est pas que on vous empêche de vous mouvoir tous les jours. On dit cause toujours. La dictature, c'est tout simplement l'arbitraire. Oui. C'est tout. La dictature, ça veut dire que vous ne savez pas le jour où on va vous empêcher de parler. Et ce jour-là, vous ne savez pas si on va vous le demander gentiment, si on va vous... J'ai déjà été battue par ce régime, et vous ne savez pas si on va vous mettre en prison. Voilà ce que veut dire la dictature. Les enfants qui sont sortis en 2020 pour revendiquer pour les élections, les résultats des élections, pour dire leur opinion politique, ce que la Constitution du Cameroun leur donne droit de dire leur opposition politique. Ils sont où? Il y en a combien? Oui. Ils sont en prison encore, alors nous voulons encore battre campagne et s'amuser. Je vois les Camerounais qui s'entre-déchirent là. Mon candidat c'est le meilleur, non c'est votre. C'est de l'énergie complètement gaspillée. C'est une énergie que quand les gens se battent comme ça pour des questions de candidature, oulala, Biya n'est pas seul. C'est un système, c'est un régime. Et quand les gens s'entre-déchirent pour des questions de candidature, ce régime sourit, il est aux anges. Oui. Alors, en dehors des billionnaires américains avec leur algorithme, Musk et Zuckerberg et tout, et qui sourient aussi beaucoup, parce que là, ils vous font faire le clash et ils encaissent de l'argent. C'est bon pour le business. C'est très bon pour le business des billionnaires, des billionnaires tech. Hein? Non, nous devons de dire aux Camerounais, il n'y a pas de problème de candidature au Cameroun. Il faut qu'on arrête ça. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Les jeunes sont sur les réseaux en train de s'entre-déchirer par rapport aux candidatures, or que aucun de ces candidats ne peut vous dire en ce moment quelle est la situation de la base de données électorale. Et l'ECAM n'a pas publié. La loi dit que l'ECAM doit publier la liste électorale. L'ECAM refuse de publier, effectivement. Oui. Alors, c'est bien compris, vous ne serez pas... Au lieu qu'on se batte ensemble pour faire publier la liste, on est là en train de s'entre-déchirer pour des candidats. Oui. Alors, c'est bien... Au lieu qu'on se batte pour exiger qu'on ait un système électoral qui est transparent. Je vous dis pas les rumeurs qui courent sur cette base de données actuellement à Yaoundé. Et la première chose dont on devrait demander, c'est la preuve à Elecam que la base de données électorale est actuellement à Elecam. Parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui courent actuellement. Que dit la rumeur? Que dit la rumeur? La rumeur dit que qu'il y a des tiers, il y a d'autres personnes qui ont la main mise sur la base de données. Qui est supposé être détenu par Elecam. Qui est supposé être détenu par Elecam. Donc, il est important pour nous de nous battre sur les fondamentaux. On ne peut pas commencer... Monsieur Tani, je l'ai déjà dit, tous les Camerounais comprennent le football. Vous ne pouvez pas aller sur un terrain qui est sur une colline. Une équipe est en haut. Toutes les autres équipes sont en bas. Les lignes ne sont pas tracées. Et la personne qui décide
à quel moment et quand il va tracer les lignes, fait partie de l'équipe qui est en haut de la colline. L'arbitre fait partie de la personne qui est en haut de la colline. Les juges de touche font partie de l'équipe de l'équipe qui est en haut de la colline, et vous dites battez-vous. Vous ne pensez pas que le capitaine de l'équipe qui est en haut de cette colline-là est fragile. Il a 92 ans et par un miracle, oui, vous allez vous battre. Oui. Non. Dans cette configuration-là, effectivement, même si vous avez Cristiano Ronaldo et Messi dans votre équipe, il va être difficile de gagner le match. Oui. En ce moment-là, n'est pas d'avoir de savoir si c'est Cristiano ou Ronaldo ou Pelé ou je sais pas qui est dans votre équipe. L'enjeu, c'est de terrasser la colline. Oui. Alors, on l'a bien entendu, on l'a bien compris, vous ne serez donc pas candidate à la présidentielle de 2025. Vous plaidez, et depuis longtemps déjà, vous avez le mérite de la constance dans ce discours-là. Vous plaidez depuis longtemps pour une transition politique au Cameroun. Quelles seraient donc les modalités de cette transition? Parce que c'est là où on ne vous comprend pas très bien, Madame Kawala. Vous plaidez pour une transition politique. Comment cette transition politique-là arriverait? La transition politique arriverait comme elle est arrivée dans tous les pays où on a eu à mettre fin à une dictature. Pour le cas même du Cameroun. Pour le cas du Cameroun. Elle arriverait par l'action massive conjointe du peuple camerounais. C'est-à-dire que vous êtes pour une insurrection populaire? Je suis pour que les Camerounais agissent de manière non violente pour mettre fin à ce régime. Ça veut dire que si nous décidons de faire les villes mortes comme nous avons fait pendant des mois dans les années 90, nous acculons ce régime. Ça veut dire que si nous décidons tous d'être Friday in Black, comme certains d'entre nous sont depuis 10 ans, nous acculons ce régime. Ça veut dire que si Kawala, Maurice Kamto, Joshua aussi, Cabral Libye, nous nous tenons par la main et que nous commençons à marcher pour arriver à Itoudi, le peuple camerounais sera derrière nous et nous mettons fin à ce régime. Vous-même, vous voyez que voilà techniquement... comment les autres l'ont fait. Alors, voilà comment nous, on a... Parce que les Camerounais oublient, et malheureusement, vous, les journalistes, vous les aidez à oublier, que nous sommes passés à 2 doigts de ça en 90. Oui. Nous sommes passés à 2 doigts de ça. C'était aussi un contexte, le contexte du retour au multipartisme un peu partout en Afrique avec son corollaire de vent d'Est qui a emporté un certain nombre de régimes. Les époques ont changé et lorsqu'on vous écoute, pardonnez-moi. Nous sommes passés à 2 doigts de ça en 2008. Oui, alors pardonnez-moi Kawala, lorsqu'on vous écoute. C'est le leadership politique qui a manqué en 2008, monsieur Tanier. Oui, alors. Ne faisons pas comme si cette voie est impossible. Alors, j'entends très bien ce que vous dites, mais est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que techniquement, c'est un peu compliqué, voire, je veux pas dire impossible pour ne pas être accusé de vouloir tuer le mouvement. Laissez-moi finir, je vous en prie. Mais techniquement, ça semble quand même être assez compliqué. Car voilà, pensez-vous, c'est vous qui présentez le Cameroun comme une dictature, mais vous pensez qu'une dictature aurait vraiment peur de quelques personnes qui se vêtiraient de noir tous les vendredis, franchement? Non, le régime n'aurait pas peur de quelques personnes, mais des centaines de milliers de Camerounais vêtus en noir, le régime aura très peur. Oui. D'ailleurs, le régime, quand nous avons lancé, parce que les gens oublient que nous avons lancé le mouvement Stand Up for Cameroun ensemble, en 2016 que nous l'avons lancé, le CPP, l'UPC Manidem, le MRC, le Parti Univers, que nous l'avons lancé ensemble. Qu'est-ce que le régime a fait? Oui. Yaoundé a paniqué.
Et donc, c'est ce que vous appelez... Yaoundé a paniqué. Et c'est ce que vous appelez bâtir un rapport de force. Voilà. C'est exactement ce que j'appelle bâtir un rapport de force. Parce que tant que nous n'avons pas la force d'amener ce régime à la table de négociation, à la table où nous pouvons faire bouger les lignes, à la table où nous commençons à terrasser la colline qu'on a décrit tout à l'heure, tout exercice avec lui pour aller aux élections est un exercice futile. Et je n'arrive pas à comprendre. Vous-même, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 élections avec M. Biya. Et jamais est-ce que nous avons approché. Son plus petit score, c'était 35%. La force quand 37. On était en 92. En 92, oui. C'est en 92. Et quelle était notre force en 92, M. Tani? C'était les inscriptions? Non. Quelle était notre force? Le peuple. C'était le peuple camerounais. Et tant que ce peuple n'est pas en mouvement, nous sommes dans un exercice de futilité. Au contraire, depuis 92, comme vous dites, en 92, la différence entre lui et M. John Froundi, différence officielle, oui. Était de moins de 2%, oui. N'est-ce pas? Oui. Hein? Et depuis, à chaque élection, ils ont décidé qu'on ne les y reprendra plus jamais. Voilà. Oui. Alors, c'est dans à chaque élection, son score augmente. Alors, sans rapport de force, que partons-nous faire à une élection? Alors, il est important que les politiques, moi, je suis d'accord avec vous, cette année est capitale. Cette année, c'est une année politique. Cette année, il faut que les Camerounais se lèvent. Mais c'est pas une histoire d'en octobre 2025, c'est une histoire de maintenant. C'est une histoire de maintenant. Alors c'est dans cette atmosphère, enfiévrée que l'Église catholique qui est au Cameroun est récemment montée au créneau à travers certains évêques pour appeler les Camerounais à un sursaut. Alors comment réagissez-vous à ces différentes sorties des évêques du Cameroun? C'est excellent. Oui. C'est excellent et pour moi, c'est les indicateurs que c'est le bon moment pour bâtir le rapport de force dont je vous parle. Parce que n'oublions pas les facteurs de réussite des années 90. C'était que les églises, toutes les églises, pas seulement les catholiques, oui. se prononçaient. C'était que les syndicats se prononçaient. C'était que les associations de villages se prononçaient. Nous devons d'aller vers les Camerounais en ce moment pour faire bloc. Pour dire effectivement, vous en avez marre et les Camerounais en ont marre. Voici comment nous nous rassemblons. Voici comment mener une action non violente. Voici comment faire face à la violence de l'État. Monsieur Tanier, oui. Vous oubliez que nous sommes un mouvement, nous sommes un parti politique qui a décidé de quitter les systèmes contrôlés par le régime Biya depuis plus de 10 ans aujourd'hui et que nous continuons à faire peur à ce régime. Nous éternuons, ils envoient la police pour encercler notre siège. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent plus que tout le monde l'équation rapport de force. Ils comprennent que seule l'action du peuple est la vraie menace. Alors vous parliez
Vous parliez tout à l'heure du rôle joué par l'Église, les religieux dans les années 90 au Cameroun, et c'est valable même dans d'autres pays africains, notamment au Congo, où l'Église catholique avait fait quand même un certain nombre de sorties dans les années 90 pour appeler à la mobilisation populaire. Cette année encore, l'Église catholique fait un constat assez terrifiant de la situation du Cameroun au cours de la 48e séminaire des évêques du Cameroun qui s'est tenu à Buea. Ils ont signé une lettre le 11 janvier, lettre dans laquelle ils dénoncent pêle-mêle la corruption, la malgouvernance, les graves problèmes d'infrastructure au Cameroun, la misère généralisée, le chômage, l'absence de perspective et l'angoisse généralisée au Cameroun. Au-delà de ce constat que vous saluez, de ces prises de position que vous avez saluées tout à l'heure, est-ce que vous pensez que l'Église peut aller plus loin? Bien sûr, bien sûr. Ce qui se passe au Cameroun n'est pas la dictature n'est pas une question politique. La dictature est une question morale. La dictature est une question de justice. Tout chrétien devrait se poser la question, face à ce régime, qu'est-ce que le Christ aurait fait? Tout musulman devrait se poser la question, face à ce régime, qu'est-ce que Mohamed aurait fait? Ce qui se passe dans notre pays est contre toutes les lois religieuses, quelle que soit la religion. Elle est contre les lois de la nature. Encore aujourd'hui, on m'envoie le message sur un jeune homme à Ngaoundéré qui est mort entre les mains des forces de l'ordre. Oui. Nous allons continuer comme ça jusqu'à quand? Moi, je suis une enfant du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Il y a à ce jour encore près de 4000 jeunes du nord-ouest et du sud-ouest qui sont en prison pour avoir osé exprimer leur opinion politique. Alors, on en vient. Tout simplement pour avoir été au mauvais endroit, ils n'ont même rien exprimé. C'est normal. Ce qui était anormal, c'est que l'Église ne s'exprime pas. C'est anormal que les autres églises n'ont pas pris l'élan des catholiques. De quel Dieu s'agit-il? Qu'est-ce qu'ils sont en train de prêcher là, tous les dimanches? Dans un pays où nous avons tous les vidéos d'un monsieur aussi bien connecté et connu comme Longuet Longuet qui est traité, qui est torturé de la sorte. Oui. Il faut qu'on arrête on est dans une complaisance avec ce régime qui est incroyable, qui est inacceptable. On ne peut pas se dire être des êtres humains et continuer à accepter ce qui se passe dans notre pays. Oui. Alors, on en vient presque à oublier qu'il y a une crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et cette crise, ce conflit armé, dure depuis 7 ans déjà. Le temps passe vite. Alors, est-ce que vous avez les nouvelles du terrain? C'est une accalmie ou alors ça craint toujours dans le nord-ouest et le sud-ouest? Alors, malheureusement, le conflit a suivi la voie que la plus prévisible. Parce que ce type de conflit, il y en a très nombreux un peu partout dans le monde. Et nous avons été très nombreux au début de cette crise. Il y a 7 ans, nous entamons la 8e année, de dire au régime que si vous laissez continuer, on va arriver au pourrissement. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes au pourrissement. Aujourd'hui, nous avons des armes
qui sont entre les mains des jeunes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Aujourd'hui, il n'y a plus une revendication politique qui coalise. Aujourd'hui, nous avons des bandits de grand chemin. Aujourd'hui, nous avons des forces de l'ordre qui sont restées dans ces coins-là et qui doivent survivre, qui eux aussi rançonnent et harcèlent la population. Nous avons des économies qui sont à plat ventre. Le sud-ouest et le nord-ouest, sur les 10 régions du Cameroun, le sud-ouest était la 3e région économique, le nord-ouest 4e. Aujourd'hui, c'est des économies complètement aplaties et nous avons dans les 2 zones des endroits de non-droit, des endroits que personne en dehors des groupes armés ne contrôle. Aujourd'hui, dans les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest, nous payons parfois des millions pour pouvoir enterrer nos membres de famille. Oui. Voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et c'est une autre question, Monsieur Tanier. Nous avons demandé en 2018, nous allons aux élections pour qui? Ces Camerounais-là, ils ne comptent pas. Ces Camerounais-là, ils ne doivent pas choisir les dirigeants du pays. Nous demandons une des raisons clés pour une transition politique au Cameroun. C'est que nous avons des questions fondamentales à régler, dont la question anglophone. Nous devons de faire la réconciliation, de bâtir une voie de sortie. On n'est pas naïf. La sortie à ce stade-ci va prendre des décennies. Mais nous devons au moins avoir entamé le chemin de manière crédible qui puisse permettre aux citoyens de cette partie du pays d'aller voter eux aussi en disant voilà, moi je vote pour la personne qui va nous sortir de là. Nous allons bientôt mettre un terme à cette émission. Juste cette dernière question, Madame Kawala. Si vous étiez en face du président Paul Biya, quel conseil lui donneriez-vous au moment où ses multiples partisans le poussent à se présenter pour un énième mandat en octobre 2025? Monsieur Tanier, je n'ai absolument rien à dire à Monsieur Biya. On ne parle pas à un dictateur. C'est pas à 92 ans qu'il va commencer à m'écouter ou bien à écouter quelques Camerounais que ce soit. Le mot que j'ai à dire, c'est aux Camerounais. Oui. C'est nous, les Camerounais, qui détenons notre avenir entre nos mains. Nous ne pouvons pas continuer à permettre à nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, arrière-arrière, pour une bonne partie de la population, de nous malmener ainsi. Moi, j'ai honte. J'ai honte d'être une Camerounaise qui est menée en bateau comme nous le sommes aujourd'hui par des hommes de 85 ans en montant. Tous nos dirigeants, toute la classe dirigeante. Et si nous devons encore, et si nous pensons qu'au lieu de prendre notre courage entre nos deux mains, au lieu de nous organiser et d'agir, pas pour leur faire du mal, mais pour leur mettre gentiment de côté, pour qu'on puisse ouvrir la route pour les Camerounais. Moi, je veux voir le changement. J'ai pas envie de travailler pour mon enfant ou pour mon petit-enfant. Je veux voir ce changement-là. Et donc, le message, c'est here and now, aujourd'hui et maintenant, pour les Camerounais. Rejoignez notre mouvement, faisons le travail nécessaire de formation, d'apprentissage. Nous ne sommes pas moins courageux ou plus bêtes que les Sud-Africains, que les Burkinabés, que les Tunisiens,
que tout le monde fuit maintenant pour aller aux Amériques, mais les Noirs américains, ils ont lutté pour ce pays dans lequel ils vivent. Ils ont mené ces actions massives, non violentes, pour avoir le minimum de droits qu'ils ont. Et aujourd'hui encore, on les voit mener encore ces mouvements-là. Donc, nous, les Camerounais, nous en sommes capables. Nous devons de faire cela. Mon message est à chaque Camerounais et à chaque Camerounaise. Il est l'heure, levons-nous, chacun à l'action. On ne va pas tous faire la même chose. On ne demande pas à tout le monde d'être devant. Il y en a qui seront devant, il y en a qui seront derrière pour soutenir. Mais il est l'heure d'agir. Madame Kawala, merci. On en reste là. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette autre édition de votre émission. Autant le dire avec mon invité Edith Kawala, militante des droits de l'homme, présidente du CPP, ancienne candidate à l'élection présidentielle au Cameroun. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes,
Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Nobu International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Nobu International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.nobuinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Nobu International Hotel. A touch of class.